Bonsoir et merci d'être avec nous pour cette nouvelle émission de Canal et compagnie. Alors elle est belle, elle est charnue, elle est colorée, elle a envahi le plateau avec ses belles couleurs d'automne. Elle déborde même de nos tiroirs et c'est la courge, c'est le sujet du jour. Bonjour Damien. Bonsoir Corinne. Damien Barbieux pour nous en parler, ainsi que Fabien Stadnik du Jardin d'Anaïs. Bonjour Fabien. Bonsoir, bonjour. Voilà. Alors, une première chose peut-être, c'est rappeler la signification du mot courge. Enfin, en tout cas, on pense courge, on pense cucurbitacée. Faire peut-être un peu le point, parce que finalement, on ne sait pas trop si la courge, c'est enfin, si, on sait que c'est la famille des cucurbitacées, mais ça englobe quoi finalement ? Les cucurbitacées, en fait, ça englobe pas mal de plantes, comestibles ou non comestibles. Oui. On peut citer par exemple le concombre, le cornichon. La courgette est aussi une courge, on y reviendra. Mais aujourd'hui, on a décidé quand même de s'axer vers ce qu'on appelle plus les potirons, les potimarrons, en tout cas les courges d'hiver qu'on va trouver dans les magasins, qu'on trouve déjà dans les magasins depuis quelques semaines et qu'on va pouvoir utiliser jusqu'au printemps. Alors ce qui est amusant, c'est que pour nous, la courge, la courgette, le potiron, etc., c'est en cuisine, on l'utilise comme un légume, mais au départ, Damien, et à mon avis, tu ne vas pas me démentir, mais au niveau botanique, c'est un fruit en fait. Voilà, tout à fait, c'est un fruit puisque à l'intérieur on va retrouver des graines. Donc, mais c'est un produit un légume qui a la faculté effectivement d'avoir une chair relativement épaisse. Ça dépend des différentes variétés. Mais donc voilà, ça permet d'utiliser cette chair qui protège en fait, qui n'est jamais qu'une protection pour les graines, et de les utiliser en cuisine. C'est un peu comme la tomate en fait, puisque la tomate on l'utilise comme un légume, mais c'est un fruit aussi en fait la tomate. Un légume fruit, c'est ce qu'on appelle un légume. Et c'est le cas du concombre aussi, non ? Voilà, tout à fait. Ben ouais, on est dans la famille des cucurbitacées. Des cucurbitacées, donc, voilà. Alors, ce qui se passe, c'est qu'au niveau du concombre, il y a des variétés. Maintenant, on essaie de diminuer le nombre de graines, ce qu'on n'a pas encore réussi à faire au niveau des courgettes. Disons qu'il y en a qui sont plus ou moins charnues, plus ou moins intéressantes, parce qu'évidemment, quand on a une pièce déjà de 1,5 kg, on essaie quand même de récupérer le plus de matière pour la préparer. Pour la préparation, oui. Les origines de la courge. Des courges. Des courges. Les grandes origines, en fait, ça reste l'Amérique latine, du Nord, l'Amérique du Sud. Il y a longtemps pour plus de 6000 ans. En fait, ça faisait partie vraiment, c'était la base de l'alimentation des différentes populations d'Amérique. Le haricot, le maïs et les courges. Et en fait, les trois, on les appelait les trois sœurs parce qu'en fait, elles explorent au niveau d'un champ des strates complètement différentes. Les courges ont tendance les haricots montent sur les maïs, les courges ont tendance à rester au ras du sol. D'accord. Et donc, ça permet vraiment de valoriser au maximum un espace, surtout dans pour utiliser un maximum mais dans des terres andines où finalement tu n'as pas, comme chez nous, des vastes espaces libres. Mais là, sur une petite... on exploite au maximum. Voilà, on exploite au maximum. Ouais. Elle est arrivée chez nous il y a déjà un petit temps quand même. Avec la découverte des Américains. Donc directement, elle s'est imposée chez nous. Mais pas imposée parce que... Non, pas imposée justement. Elle est arrivée chez nous, mais il n'y a pas tellement longtemps finalement qu'elle est... Comme la tomate, en fait, on a ramené... c'était l'époque où, à côté de la découverte des terres, il y avait tous des botanistes qui étaient sur ces bateaux et qui se disaient on va ramener chez nous et puis on verra bien. Oui, parce que c'était pas sûr que ça allait marcher chez nous finalement. C'était pas sûr que ça allait marcher chez nous et puis voilà, il fallait que quelque part ça rentre dans l'alimentation et donc la courgette par exemple, si on en revient à elle,
moi je dirais, je ne vais pas dater ça à 5 ans près, mais elle est vraiment devenue un légume traditionnel chez nous à partir du moment où les gens sont partis en vacances dans le sud de la France, et comme elle fait partie de la ratatouille niçoise, on a commencé à la cultiver, et les gens en demandaient en fait au niveau des grandes surfaces, quoi. Et est-ce qu'on peut dire que le potiron, et d'ailleurs on va parler après décoration avec Fabien, mais est-ce que le potiron, la citrouille, on va peut-être aussi différencier potiron-citrouille, est-ce qu'il est arrivé, lui, justement, avec le fait qu'on a à un moment donné fêté Halloween beaucoup plus chez nous? Est-ce qu'il y a une corrélation? Disons que le potiron est une de ces déclinaisons qu'on connaît le mieux maintenant, c'est-à-dire le potimarron, qui est d'origine, enfin en tout cas qui a été mis au point au Japon, ont toujours été des légumes mis en avant. Oui, voilà, un potimarron. Hein, donc on est plus au niveau de 1 kg, 1,5 kg. C'est plus petit en fait. C'est plus petit, ça a une chair plus ferme, c'est une chair plus goûteuse, donc moins aqueuse. Et ça, je veux dire, depuis le début des années 70, c'était vraiment des légumes que mettaient en avant les maraîchers biologiques pour un peu se démarquer déjà des maraîchers traditionnels, quoi. L'avantage, c'est que ça ne demande aucun pesticide, rien du tout. Ça voilà, pousse tout seul. C'est une culture très propre. Voilà, oui, c'est vraiment facile à cultiver. D'accord. Et donc, la citrouille... la citrouille, il y en avait déjà dans nos contrées. Mais la citrouille, c'est un potiron, en fait, où il y a vraiment une différence? Il y a une différence au niveau de la structure de la chair. D'accord, je veux dire, maintenant, avec la déclinaison de la citrouille, on fait presque plus des concours pour de la plus grosse citrouille. Il vient d'avoir lieu récemment en Belgique, et le vainqueur, entre guillemets, est une citrouille de 800 kilos, quoi. Ah, quand même. Ah oui, quand même. Voilà. 800 kilos la citrouille, c'est pas de la petite citrouille. T'imagines pas ça dans la cuisine, quoi. Hein, c'est un peu encombrant. Voilà. Hein, on peut faire du potage pour tout le village. C'est clair. Non, mais alors à ce moment-là, on est plus dans le domaine de l'ornemental, du spectaculaire. Justement, qu'on parle d'ornemental, c'est ce que Fabien fait. Tu ne sculptes pas des citrouilles, on est bien d'accord. Et là, on parle plutôt de déco automnale. Oui. C'est ça, hein. Je les utilise pour faire des paniers garnis à base de différentes variétés de coloquintes ou autres, parce qu'il y a d'autres variétés qui sont produites à la même période et qu'on peut utiliser aussi. Il y a une multitude en fait de variétés, hein. C'est énorme. Hein. Voilà. Donc, disons que grosso modo, dans le genre cucurbita qui nous concerne aujourd'hui, on peut citer donc cucurbita pepo, qui est les courgettes allongées, le pâtisson dont on a un exemple là, Fabien. Voilà, le gros pâtisson, et ça a tellement beau, une belle appellation, j'y arriverai. Ça fait penser un peu à de la pâtisserie. Voilà, là, de nouveau, il est récolté à maturité, mais en été, on peut le récolter beaucoup plus petit et s'en servir un peu comme une courgette. Alors, on a cucurbite. Il existe en différentes couleurs, du blanc, de l'orange, du vert. La cucurbita maxima, là, on est dans le potiron. Et alors la moscata, qui est la courge musquée qu'on va retrouver qu'on va retrouver en fait aussi en grande surface, souvent en morceaux prédécoupés, parce que c'est une courge qu'on cultive principalement dans le sud de la France, parce qu'elle a besoin de plus de soleil et qui est plus grande. Donc dans les grandes surfaces, en fait, on la vend déjà découpée, quoi. D'accord. Ça ressemble un petit peu à la grosse verte que j'ai en dessous, tu vois. Sauf qu'elle est brune. Qui est déjà une belle grosse. Là, je ne sais pas combien de kilos elle fait, mais. Je ne les ai pas pesées, mais elle en fait quelques-uns. Et donc, en fait, au niveau de ces différentes. Donc, on est dans le genre et puis l'espèce. Les différentes espèces ne se croisent pas. Mais par contre, au sein de la famille, par exemple, des Cucurbita maxima, tu peux avoir des formes complètement différentes, comme on en voit là. Oui. Et en fait, elles peuvent tout à fait se croiser. Et les graines vont donner en fait des choses parfois totalement différentes. Nouvelles. Voilà, nouvelles. Ouais. Il y a des gens qui créent d'ailleurs, on en verra un. Voilà, ce qui permet quand on veut obtenir évidemment tel type de légumes, on a intérêt quand même à se méfier, parce que même un champ... Parce que tout n'est pas comestible, hein.
Parce que tout n'est pas comestible, non, tout à fait. Il y en a qui sont pas mortels, hein, c'est pas comme dans les champignons, mais voilà, ça n'a aucun intérêt. Et puis voilà, dans ce style de ce qu'on appelle coloquinte, bon, on a privilégié plus le côté justement esthétique avec des verrues, avec des côtes, mais ce sont des produits qui sont très intéressants parce que pour la décoration, ils peuvent se garder pendant des mois. À la limite, ils se solidifient à l'intérieur. Quand on parle de décoration, alors on va d'abord montrer un panier déjà fini que tu as fait, Fabien. J'ai travaillé dans les tons un peu plus neutres pour montrer qu'on peut faire autre chose que les tons d'automne si on veut en garder à l'intérieur aussi. En fonction de la déco qu'on a chez soi finalement, oui, et de ce qu'on a envie d'avoir. Donc là, effectivement, on est dans du blanc, du vert et du brun. Et toute une variété également hein, que tu as mis dedans. J'ai mis différentes variétés aussi. Il y en a qui sont comestibles, d'autres pas. Il y en a une qui est pratiquement noire, là. Oui, elle est d'un vert très foncé. Oui, c'est marrant. Hein. Ah oui, non, mais ça, c'est il y a vraiment toute la diversité. Et on précise, ça n'a pas été teint. Non, non, non. non, je ne les ai pas peints, pas de souci. Et alors, par contre, tu vas, pendant qu'on continue à discuter, faire un panier, ici en plateau. Donc, tu peux peut-être nous montrer les éléments que tu vas mettre dans ce panier. J'ai déjà choisi un panier. Oui, de préférence, choisir un panier qui puisse laisser respirer les courges. Comme ça, on a moins de problèmes de moisissure. Ça ne pourrit pas dans le fond. Voilà. Parce que l'idée, c'est de le garder quand même un certain temps. Ça tient longtemps. Hein. S'il est dans des bonnes conditions, on peut le garder tout l'hiver sans aucun souci. Donc, intérieur, extérieur ? Intérieur de préférence. Extérieur, à l'abri de la pluie. Voilà, il s'abîmera plus et toute cette famille-là ne supporte pas les gelées. Donc dès qu'ils gèlent, elles fondent complètement et elles pourrissent. Elles fondent ? Oui, elles se liquéfient complètement. C'est vrai ? Oui, Ce qui est important quand on achète une cucurbitacée, c'est de vérifier un peu ici le pétiole. S'il est bien sec, en fait, on est certain qu'il n'y a pas de possibilité d'infection. Ah, d'accord. Et alors vérifier évidemment aux alentours. Il est encore un petit peu vert. Ouais. Donc là, il n'est pas encore à pleine maturité, mais il est déjà. Elle est en 2 couleurs, c'est marrant, hein. Ouais. Et effectivement, ce que Damien vient de dire, Fabien, ça va aussi permettre de la garder plus longtemps. Donc oui, on parce que vérifie, là elle est déjà un petit peu sèche, donc elle séchera beaucoup mieux. Elle a vraiment tendance à pourrir. Si on en prend une qui est beaucoup moins mature, elle va avoir plus facilement tendance à pourrir. D'accord. Alors, tu vas pas mettre que ça dans ton panier. Non, je vais mettre plein d'éléments d'automne de toute façon. Donc, tu peux nous montrer quelques éléments que tu as... je vais utiliser des feuilles et des branchages pour avoir un lit un petit peu décoratif. Des branchages, peu importe, c'est ce qu'on a sous la main. Oui, ce qu'on a sous la main. Là, j'ai pris des... Les feuilles, pareil ? Oui, là, j'ai pris des feuilles de chêne maintenant. Alors, Fabien, est-ce que tu fais quelque chose de particulier avec les feuilles ? Il faut les faire sécher avant, parce que si elles sont humides, elles vont apporter de l'humidité aux différents éléments qu'on va mettre à l'intérieur du panier, et elles risquent plus facilement de pourrir. Donc, il faut les faire sécher préalablement, 1 ou 2 jours avant, dans un endroit bien. On ne peut pas sécher dans un livre comme on faisait quand on... Non. Tu vois, elles sont toutes chiffonnées. Quelque chose de nature. Je vois que tu as des belles feuilles rouges. Elles, c'est naturellement rouge ou... Non, j'ai triché un petit peu celle-là. Donc on peut en fait alors effectivement tricher si on n'a pas ça dans notre jardin, parce que c'est joli aussi hein, la coloration rouge. Tu as fait comment ? Ce qu'il faut, c'est prendre des feuilles qui ne sont pas encore bien sèches et on les plonge dans du colorant alimentaire, très fortement concentré, pendant 1 heure à peu près, le temps que la feuille s'imprègne du colorant. On la sort, on la laisse sécher et elle va garder sa couleur rouge. Ok, super. On triche, quoi. Donc même si on n'a que des feuilles vertes sous la main... Pas de souci, on triche. On peut tricher. Donc feuilles, branchages, et alors tu nous as encore préparé d'autres choses ? Alors j'ai repris aussi quelques fruits que j'ai ramassés, donc des physalis. Séchés également. Oui, là ils ne sont pas encore complètement secs, mais ils sont en bonne voie. C'est très joli aussi, hein, les physalis. Ceux-là sont les physalis décoratifs. Et d'ailleurs, j'ai appris que les physalis, on pouvait mettre ça dans des jardinières également d'automne. Oui, aussi. Ouais. Ça tient sans aucun souci, ça ne ouais. bouge pas. Et c'est la même famille que ceux qu'on mange aussi, mais ceux-là ne sont pas comestibles, ils sont plus décoratifs. La petite boule à l'intérieur. On trouve ça chez notre fleuriste ? Oui, bien sûr. Il a tout ça. Il a tout ça, notre fleuriste. J'ai pris des pommes du jardin, donc des comestibles et des plus décoratives. Ah, sympa les petites. Elles sont comestibles aussi, mais elles ne sont pas très bonnes. Donc, je les utilise plus en décoration. D'accord. Et alors, encore une fois, là, voilà, ce qui est sympa, c'est la couleur rouge. Enfin, ça dépend de ce qu'on a envie, évidemment. Voilà. Mais... Celui que je vais préparer là, il est plus dans les tons d'automne. Donc, orange, rouge, brun. J'ai pris quelques marrons d'Inde. On peut mettre des châtaignes, on peut mettre des noisettes, on peut mettre des noix. Des fruits secs. Tous les fruits secs d'automne. Et bien sûr,
La star du jour. Voilà. Différentes colocates. Et là, on peut vraiment s'éclater, du oui, coup. Hein, parce voilà. que... Donc j'ai pris différentes couleurs. J'en ai pris une verte, des oranges. On peut en mettre des blanches. Il y a toute une gamme énorme. Est-ce que tu peux nous donner quand même quelques prix indicatifs ? Pour les coloquintes, ça varie un petit peu en fonction des producteurs, des variétés, de la quantité qu'ils ont produite cette année. Donc en général, pour une coloquinte, on varie entre 50 cents et 1,50 € en fonction des variétés. D'accord. Pour tout ce qui est courge, pour citrouille, là c'est pareil, ça varie aussi en fonction des tailles et des variétés. Tu vois, par exemple ici, j'ai une petite courge qui est un petit peu plus chère qu'une grosse comme ça. Comme quoi, c'est pas une question de taille. D'accord. C'est plus une question de production. Et la toute grosse ? La toute grosse, elle fait une dizaine d'euros, 10-12 €. Donc c'est pas excessif. Et en plus, on peut les manger après. Donc. Et ça se conserve, hein, parce qu'en déco, voilà, c'est ça. Est-ce qu'on conserve ça combien de temps ? Ah ben tu l'as dit. Moi, je l'ai dit. Si c'est à l'intérieur, on peut garder. Tout l'hiver sans aucun souci. Pour peu que la pièce ne soit pas trop chaude. L'idéal, c'est une quinzaine de degrés. D'accord. Donc moi, je les mets dans mon hall d'entrée qui n'est pas trop chauffé et je les garde. Et ça fonctionne. Sans problème tout l'hiver. Pour les courges comestibles, au niveau de la conservation, effectivement, c'est une plante qui n'aime pas le froid. Donc plutôt une température, comme vient de le dire Fabienne, entre 15 et 20 degrés. Et alors finalement, essayer de savoir un peu, en fonction de la densité de la chair, plus la chair est dense, plus elle va se conserver longtemps. D'accord. Parce qu'il y a moins d'eau dedans. Parce qu'il y a moins d'eau dedans. Une courge du type de celle qu'on trouve moins maintenant, mais qu'on vendait pour Halloween, c'est très spongieux en fait. Oui, et en quelques semaines, de nouveau, même sans avoir été abîmée ni quoi que ce soit, elle va vraiment fondre, se liquéfier. Par exemple, celle-ci, elle est beaucoup plus spongieuse, cette variété-ci. D'accord. Et elle a moins tendance à se conserver facilement parce que justement, la chair est beaucoup plus liquide et mieux vaut la consommer assez rapidement. Donc ça, c'est important aussi de savoir finalement. Bon, on va te laisser faire pas de souci, ton petit panier, Fabien. Au niveau de la production, Damien, peut-être, avant d'en parler, on regarde peut-être quelques images qui ont été tournées par une de nos équipes. Ça se passait, d'ailleurs, je pense que tu le connais, c'était au jardin de Vertumne. Oui, c'est Pierre Loas. C'est à Ouai, oui. Donc, voilà, on est allé chercher quelques images de sa production de courges. Je spécifie que dans les images, il y a des images de cette année et de l'année dernière. Voilà. Oh, bien sûr. Ouais, donc Pierre est en fait un producteur qui... depuis des années, plus de 20 ans, est passionné par les courges. Il a même créé certaines variétés. Là, donc, on a des classiques comme des potirons, des potimarrons, puisque ça reste quand même quelque chose. Là, un patidou qui est un très bon. De nouveau, c'est beau, on revient. Oui, on en revient ici au pâtisson avec 2 couleurs, des tailles et des formes évidemment complètement différentes. Là, plutôt un potiron de type Halloween. Voilà, Pierre en train de réarranger un peu ses paniers. Souvent, hein, que ce soit chez les producteurs, oui, c'est ça, chez les producteurs ou même dans les magasins, on distingue vraiment les coloquintes pour la décoration et ce qui est comestible, pas comestible. Il y a une variété, c'est extraordinaire. Voilà. Et lui, justement, tu me disais tout à l'heure, avant qu'on démarre l'émission, crée aussi des variétés. Hein. Mais oui, parce que c'est un peu comme tous les collectionneurs, à un moment donné, ils ont envie peut-être d'avoir des choses qu'ils ont créées et uniques. Voilà, oui, tout à fait. Et avec les courges, c'est relativement facile parce que soit tu laisses faire la nature et puis tu sèmes et puis tu vois un peu ce qui sort, soit tu diriges un peu la pollinisation et tu choisis les parents mâles, les parents femelles et puis tu fais ta petite création. Tu fais ta petite création, sans jamais être certain évidemment de ce qui va. De ce qui va, oui. C'est un peu comme papa-maman, on n'est jamais sûr. Voilà, tout à fait. Mais cela dit, c'est pas étonnant aussi qu'elles sont un peu la star au niveau d'Halloween, parce que quand on voit, il y en a certaines, on a l'impression que c'est des courges sorcières, quoi, avec, comme tu disais tout à l'heure, des verrues. Donc effectivement, ça se prête bien aussi au côté folklorique, je dirais. Qui est en train de diminuer un peu chez nous. Oui, ça diminue chez nous, oui. Et puis il y a la courge en cuisine. La courge en cuisine, là aussi, je veux dire qu'il y a pratiquement autant de possibilités
de recettes qu'il y a de diversité au niveau du légume en lui-même. Alors, ce qui est un peu dommage, c'est qu'effectivement, on la réduit trop souvent à un ingrédient de potage, alors qu'elle peut aussi bien constituer un accompagnement en termes de purée un peu amélioré, un peu de noix de muscade, Ouais. un peu de fromage, pour soit un gibier, un poulet. On peut réaliser des entrées salées ou même des desserts, puisque le goût de la courge Mais oui, il y a un côté sucré qui est assez intéressant aussi. Qui s'accorde très bien avec le goût de la pomme, tartes avec aussi, des tartes. Oui, et alors, si je peux me permettre, parce que j'ai un peu potassé mon sujet avant l'émission, au niveau, puisqu'on n'a pas de nutritionniste en plateau, au niveau justement nutritionnel, elle est intéressante avec tout le bêta-carotène qui est dedans, et qui est un antioxydant. Et apparemment, d'après ce que j'ai lu, le fait de la cuire, forcément on la cuit parce que sinon elle n'est pas très bonne, mais ça fait ressortir, ça libère les antioxydants, donc les bêta-carotènes, donc c'est intéressant. Et puis elle est faible au niveau calorifique. Au niveau des calories, c'est 26 à 40 pour 100 grammes. Donc, quand on prend le chocolat, c'est 500. Donc voilà, si on fait le rapport... C'est nouveau la manière aussi dont on va cultiver le produit. Parce qu'il y a beaucoup de recettes où on parle de... J'ai jamais essayé, mais des frites de potimarron, quoi. Donc tu coupes vraiment... Bon, évidemment, si on la passe en friture, c'est un peu plus... Mais oui, comme la pomme de terre. Mais en tout cas, elle est très intéressante aussi au niveau des oligo-éléments, des vitamines comme la vitamine A, etc., en minéraux... Et alors, de nouveau, plus la chair est dense, plus en principe elle est riche en éléments nutritifs, quoi. On regarde, oui, forcément. On regarde le panier de... J'ai fini. Voilà, magnifique panier. Effectivement, avec des couleurs beaucoup plus d'automne. Donc, c'est une variante. C'est vrai que c'est super joli, Damien. C'est magnifique couleurs d'automne. Autant les amener à l'intérieur chez nous. Bien sûr. On peut aller en profiter en forêt, mais on peut également les amener chez nous. Et puis, quelque chose que Damien nous avait caché jusqu'ici, c'est qu'il a des talents culinaires. Des talents, je ne sais pas, mais en tout cas, justement, on va le savoir tout de suite, voilà, super. Je vais faire un petit peu de... Donc, il nous a fait le plaisir, Fabien, de nous préparer C'est très bien. un cake. Alors, quels sont les éléments que tu as mis? Et forcément, ce cake va être accompagné d'un bon vin. C'est très peu calorique, c'est ça? Voilà, donc de nouveau, c'est ouverture à l'imagination. Donc la base, c'est de la purée de potimarron que j'ai cuit avec un peu de lait. Oui. Et auquel j'ai rajouté ici, pour donner un peu de couleur et surtout pour donner du goût, des lardons et du jambon. J'ai utilisé comme fromage, on peut utiliser tout ce que tu veux comme fromage, j'ai utilisé du cheddar et aussi il y a quelques petites olives coupées en morceaux. Chouette, donc on est un peu dans le sud là. Voilà. Et alors tu accompagnes ça? Alors j'accompagne ça, je ne suis pas un spécialiste, mais disons que j'ai trouvé que un pinot noir d'Alsace pouvait très bien s'accorder avec des saveurs un peu plus salées justement. Mais on pourrait aussi travailler avec un D'accord. un Et blanc, si on quoi. aime bien, Fabien, je pense que tu m'as dit que le producteur de ce vin serait bientôt à Perouet, c'est ça, hein? Voilà, c'est Éric Collomb, il est présent sur le marché de Noël à Perouet tous les ans. Voilà, alors on remarquera avec modération, comme bien toujours. Et moi je me lance, Mais vas-y. Damien, je goûte ton cake, vas-y Fabien. Pas de souci, mais je te laisse commencer. C'est délicieux, mais en fait c'est un peu un pâté plutôt. Ça a ce côté très Moelleux. moelleux. Ah oui, c'est très très bon. Oui. C'est Tu peux en refaire, pas de souci, Damien. c'est un petit lardon. Je suis désolée, donc je vais t'obliger de... Mais voilà, tout est faisable. On peut imaginer aussi de mettre des pignons de pain. Bien, tu nous avais caché ça, Damien. Voilà. Mais c'est quelque chose que j'ai commencé, j'en ai fait quelques fois, sur des marchés, notamment le marché aux anciennes variétés à Namur, pour montrer aux gens qu'il y avait moyen de faire autre chose que de la soupe, justement. Soupe qui est très bonne aussi, également. Soupe qui est très bonne. On peut préciser aussi que c'est un très très bon liant, en tout cas la courgette. Moi, j'avais un petit truc d'un cuisinier qui disait tu fais des courgettes et tu les mets comme des glaçons au congélateur, et puis à chaque fois tu fais une purée, quoi. Et à chaque fois que tu as besoin d'un liant, c'est mieux que du fécul. Voilà. Mais tu es un bon cuisinier, en tout cas, tu te débrouilles vraiment bien. Et le goût qui prédomine, toi qui connais ta recette,
qu'on va revoir d'ailleurs. On va revoir les ingrédients, on va mettre les ingrédients à l'écran de ta recette. Il me semble, oui, ça reste le potiron. Ça reste, c'est ça qui est intéressant. En fin de... Oui. C'est le potiron qui reste, hein. Oui, clairement. Bon, ce qu'il y a, c'est que j'aime bien un peu épicer mes plats, donc voilà, tu as quand même une sensation d'épices. Mais c'est très bon. Un peu de poivre et un peu de... Je suggère qu'on continue à déguster. Oui, tout à fait, pas de souci. Merci à tous les deux. Un grand merci pour la déco. Fabien, un grand merci Damien et pour la recette et de nous en avoir amené en plateau. On se retrouve très bientôt. Merci à tous les deux. Merci. Au revoir. Nous, on se retrouve demain. Et demain, il sera question de sport et de nature avec le Trail de l'Ornaud et Jean-Paul Mignon. Et puis également le spectacle Graines de voyous de l'ASBL Écocénique. Et c'est Frédéric Jomeau qui sera avec nous en plateau. Voilà, on se quitte ici. Moi, je continue à déguster. Et puis, je tiens quand même aussi à remercier la petite équipe de Canal Zoom et la ressourcerie qui nous donne l'occasion de se retrouver pour cette nouvelle saison sur un plateau on ne peut plus accueillant et très cosy, je trouve, ce plateau. Merci, à très bientôt.